On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une grande réflexion sur le nouveau plan pour s'adapter au changement climatique à la ville de Saint-Jean. Mais d'abord, on vous parle des Montgolfières, une annonce majeure concernant la tenue de la 40e édition cet été. Annonce majeure du côté des Montgolfières en prévision du 40e anniversaire qu'on va célébrer cet été, août 2024. Bon, on sait évidemment qu'il y a une certaine situation précaire, financièrement, oui. On s'attendait, oui, peut-être à ce qu'il y ait des changements un jour. Aussi rapide, c'est peut-être ça, moi, personnellement, qui m'a un peu surpris, c'est que le festival, désormais, à tout le moins pour cette édition-ci, au lieu de se tenir sur 9 jours, va se tenir sur 7 jours, mais coupé en deux. Donc, un vendredi, samedi, dimanche, une petite pause, et ensuite le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Avec nous, le président, Jean Fontaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je ne suis pas surpris qu'on aille là, je suis surpris qu'on aille là maintenant. Pourquoi? Ah, on a été surpris, nous aussi. Et c'est venu d'où? Deux choses. C'est venu du déficit. On ne sera pas de cachette, là. Donc, on a regardé vraiment, c'est une décision purement économique à la base. On a regardé des journées comme le lundi, mardi, mercredi, à savoir si c'était des journées rentables. Et malheureusement, ce n'était pas des journées rentables. Ce n'était pas des journées rentables parce qu'il n'y a pas assez de monde sur le site versus tout le staff. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand tu rouvres la clé du festival le matin, tu sais, tu as de la sécurité à payer, tu as des gens à payer tout partout. Donc, c'est quand tu faisais le coût-bénéfice, c'était pas rentable. Mais cette idée de rapetisser le festival, c'est pas d'hier, je veux dire... Parce qu'évidemment, c'est pas d'hier que le festival a eu des déficits. Donc, je me rappelle, à chaque année, on se dit, bon, bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'un jour, on va avoir un festival comme Gatineau qui va se tenir sur 4 jours, sur 5 jours? Est-ce qu'on se concentre sur les 2 fins de semaine? Donc, c'est pas d'hier que cette idée-là est avancée, mais en même temps, année après année, on a toujours maintenu la fameuse formule du 9 jours à laquelle on était habitué. Oui, c'est Douglas Clark autour de la table là, qui a dit, qui est un de nos membres du CA, qui a dit on n'est pas pour reproduire le même modèle qui ne fonctionne plus. Donc, il y avait 100 raison. Donc, on s'en va vers ça. Puis, ce qui nous a surpris aussi, c'est qu'un coup qu'on a comme dit, bien, on s'en va vers ça, on a regardé nos pilotes. Parce que nos pilotes, parce que c'est eux autres, les artisans du festival, entre autres, tu sais. Puis, il y a plein de pilotes qui ont dit, oui, on peut venir une fin de semaine faire d'autres choses. Parce qu'un pilote américain qui vient ici 9 jours, il faut qu'il prenne 2 semaines de vacances quand il retourne chez eux, puis tout ça. Donc, il y a des pilotes qui ont dit, on va faire un bloc, d'autres vont faire d'autres blocs, d'autres vont faire les 2 blocs. Beauce Carnaval, on s'est dit, vont-tu vouloir juste être à 9 jours? Puis on dit la même chose, lundi, mardi, mercredi, on maintient du personnel, puis c'est plus ou moins rentable. Moi, la question que je me posais, c'est en quoi on vient faire vraiment des économies? Parce qu'en même temps, l'infrastructure reste la même. Les poteaux, les fils, les tentes. Beauce Carnaval n'enlèvera pas ses manèges pendant 2 jours et demi parce que, tu sais, je veux dire... les agences de sécurité. Donc, en quoi le festival fait vraiment des économies au niveau de ses frais fixes? Je ne suis pas dans le fin détail de toutes les... Tu sais, moi, je me fie à ce qu'on me rapporte, OK? Je ne peux pas dire dans le fin détail, mais il y a assez de dépenses, il y a trop de dépenses qui justifient... Puis tu as l'artiste que tu mets sur le stage aussi pour les nombres de billets qu'on vend. C'est pas compliqué, c'est mathématique. Pour le volet spectacle, je peux comprendre, mais il y a quand même des dépenses fixes qui vont demeurer, là. Oui. Mais la grosse donne, Éric, je pense, ce qui a changé, c'est pas juste dans notre cas, hein, c'est partout dans la société, c'est le personnel. Donc, offrir 3 jours de congé en plein milieu pour notre personnel, des serveurs, des gens de logistique, des techniciens de scène, qui vont venir, dans le fond, juste la fin de semaine, quand il va y avoir du monde, quand il va y avoir une masse critique, c'est là qu'on va, on espère, assurer la pérennité du festival. Bon. Je comprends que l'un des membres de votre CA a dit on ne peut pas répéter le modèle, bon, il faut changer maintenant et non pas attendre une prochaine édition. Mais le fait de prendre cette décision-là maintenant, est-ce que ça vient un peu bousculer le travail qui avait probablement déjà été fait un peu en amont? Et je ne sais pas s'il y avait des spectacles qui avaient déjà été prévus, il faut déplacer des artistes. Je ne sais pas, imposer ça maintenant, est-ce que ça vient un peu bouleverser les opérations du festival? Non. Moi, je lis tous les commentaires qu'il y a sur le site du festival. C'est sûr qu'il y a des petites familles qui aimaient ça venir le lundi, mardi, mercredi. Ça, on s'en excuse. On change le modèle d'affaires un peu, puis on avait vendu dans le temps des fêtes. Mais dans le temps des fêtes, ça, je peux assurer la population, quand on avait vendu nos billets, on pensait vraiment faire 9 jours. Sauf qu'un passeport intégré à 115 $ avec 4 spectacles internationaux puis des bons spectacles québécois, je pense pas que les gens vont être pénalisés. Et aussi, ce qui est bien important à dire, c'est que les gens qui n'aiment pas la nouvelle formule peuvent se faire rembourser dans les 30 prochains jours. Mais ça, c'est super important. Il faut répéter, là.
Donc, quelqu'un qui a acheté un passeport dans les dernières semaines en s'attendant à avoir un festival sur 9 jours, alors que là, il est réduit à 7 jours, il peut le garder, mais il peut se faire rembourser s'il n'est pas content. Exactement. Mais donc, il n'y aura pas un remboursement partiel. Non, c'est trop dur à gérer. Le prorata, un spectacle, 2 spectacles. On n'a pas le personnel, Ticketmaster, on n'a pas ça. Donc, c'est remboursement total. Moi, je te les gens, je ne ferais pas ça parce que 4 artistes internationaux, pensez-y, 3 bons artistes québécois pour 115 ça fait pas cher du spectacle. Bon, en même temps, vous l'avez dit tantôt, on ne pouvait pas attendre, il fallait changer le modèle d'affaires tout de suite. On en parlait avec Benoît Lemay, un autre membre du CA, il y a quelques semaines. Moi, en fait, ce qui m'étonne toujours un peu, c'est que là, l'été passé, il a fait super beau, une super belle programmation. Puis là, on se dit, bien, c'est sûr que le festival va être rentable. Je veux dire, tous les éléments sont là. Vous-même, vous aviez aussi cet optimiste-là dans les derniers mois. Qu'est-ce qui vous a frappé, dans le fond, dans la situation qui s'est produite il y a quelques semaines? 2 choses. C'est toujours les mêmes qui vont revenir. N'importe qui va s'asseoir ici va vous parler tout le temps des mêmes choses. Je pense qu'au niveau de la billetterie, on est bon. On est bon. Depuis quelques années, le festival met des bons artistes sur la scène. Au niveau de la billetterie, on vend, c'est pas là le problème. Le problème, c'est les subventions gouvernementales qui ont été plus grandes en temps de pandémie et là qui sont revenues à leur base. Donc, nous, nos coûts ont continué d'augmenter avec l'inflation qu'on connaît tous. Puis là, nos subventions diminuent. Fait que ça ne marche plus, de un. De deux, j'ai oublié ta question, Eric, pardon. Bien, en fait, je disais, parce que vous-même, quand on s'en parlait cet automne, vous étiez très optimiste à l'idée de faire, en tout cas, à tout le moins, un certain surplus cette année, en tout cas, pas de déficit. Puis là, on parle d'un déficit de près de 400 000 Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, on vous a dit ce que vous avez vu et la réalité des dernières semaines. L'autre truc, commandite, là, ça m'est revenu. Commandite, comment peux-je oublier ça? J'en parle à toutes les réunions. Mais les commandites, c'est sûr et certain que moi, quand j'étais là, j'ai vu, dans le début que je commençais à siéger à la corporation, j'ai vu des 1,2 million de commandites. Puis là, on avait 600 000 à la fin là, de l'année passée. Fait que c'est sûr que ça ne peut pas arriver. Donc, on a pris action. On a mis des gens sur le terrain. Il y avait déjà des gens à l'interne qui travaillaient pour nous, pour ça. Puis on s'est ajouté vraiment un spécialiste de la commandite, puis on espère faire grossir ce chiffre-là. Parce qu'à un certain moment, moi, je me suis demandé, je disais, est-ce que Jean Fontaine et Éric Boivin ont été induits en erreur? Est-ce que quelqu'un, quelque part, vous a présenté des chiffres qui ne vous laissaient pas paraître le déficit qu'on connaît aujourd'hui? Moi, je me suis fié aux chiffres de mon dirigeant qui était là. Tu sais, moi, quand il me dit plus 29 000, puis je suis parti avec ça, c'est parce que je faisais confiance à mon dirigeant qui me disait plus 29 000. Je ne sais pas sur quelle base il avait pris cette décision-là. Il faudrait lui demander. Moi, j'ai répété ce qu'on m'a dit. Mais il y a une chose que j'ai appris de cette histoire-là que je n'offrirai plus. Je vais attendre les résultats officiels des firmes Ramon Chabot pour... Votre collègue Lemay disait, il a peut-être été un peu imprudent. Oui. Avez-vous été imprudent? J'ai été imprudent et je répète que les prochains chiffres, je vais vraiment m'asseoir sur le bilan financier officiel et non dire des trucs partiellement après un été et un festival euphorique. Mais en même temps, je reviens à ça. C'est comme je disais à Benoît Lemay il y a 2-3 semaines. Super de beau festival, une météo incroyable et malgré ça, on fait un déficit. Donc, on ne peut pas augmenter le coût des billets parce que le monde ne viendra plus. Mais en même temps, si les subventions et les commandites ne sont plus ce qu'elles étaient dans le passé, bien, le modèle d'affaires, il est à revoir et c'est ce que vous faites maintenant. Exactement. Puis on veut vraiment on va hausser le budget des artistes parce qu'on se dit, un Jason Derulo, là, la ville... Je ne sais pas si vous étiez là ce soir-là, mais on était là. On a tous vécu des feelings incroyables. Fait que des Jason Derulo, on n'en trouvera pas tout le temps. Mais si on en met 2, 3 bons sur 4... artistes internationaux, est-ce qu'on peut faire vivre l'émerveillement, plus les nuits magiques, plus les ballons? On pense qu'on est capable de... Bon, je reviens à ça. Vous avez dit, en prévision du 40e, qu'on fait sur 2 longues fins de semaine, dorénavant, mais vous visez aussi d'avoir 3 ou même 4 artistes de notoriété internationale. Absolument. Absolument. Pour que les gens puissent acheter leur passeport. Tu sais, tu dis, est-ce que je vais acheter mon passeport? Est-ce que ça vaut la peine? Donc, puis je dis internationaux, mais il y a du bon québécois qui se fait. Là, les 2 jeudis puis le dimanche, on va mettre du bon québécois. Tu sais, des cowboys fringants, je ne dis pas qu'ils vont venir cette année. Non, mais je ne sais pas. Mais c'est un exemple. Tu sais, les 3 accords, c'est ça qu'on veut mettre vraiment de la bonne qualité sur le stage. C'est ça qu'on veut. Là, le lundi, mardi, mercredi, où le festival sera en pause, est-ce qu'il y aura quand même une activité ballon ou montgolfière ou pas du tout? Ça, c'est une excellente question. Et ça faisait partie, là, quand on a commencé à émettre l'idée, la première chose qui est sortie, c'est Saint-Jean, c'est une ville de ballon, c'est là 9 jours, on ne veut pas changer ça. Alors oui, je vous informe qu'on va faire quelque chose.
comme la décision a été prise quand même récemment, Ouais. on est en train de bâtir quelque chose qui va faire en sorte qu'il va y avoir des ballons dans le ciel et accessible. Le site va être fermé, mais il va y avoir des ballons dans le ciel les 9 jours. Parce que moi, je me disais deux choses. Je comprends la dynamique que parfois, pour certains pilotes, être à Saint-Jean 9 jours, pour quelqu'un qui travaille dans la vie, tu es obligé de se bouffer des vacances pour venir à Saint-Jean, faire du ballon, ça peut être contraignant. Peut-être pas pour les formes spéciales, parce que dans le fond, c'est un peu des artistes complets pour venir ici, mais pour les autres ballons, pour les locaux, à la limite, ils sont pas trop loin. Fait que c'est pas tant grave, mais en même temps, je me dis, quelqu'un qui prend vraiment son 9 jours pour venir au Montgolfière le lundi, mardi, mercredi, est-ce que le pilote va se tourner les pouces dans sa chambre d'hôtel? Je pense pas non plus. Non. Est-ce qu'on pourrait leur permettre à la fois de décoller des parcs de la ville matin et soir, le lundi, mardi, mercredi, où il n'y a pas d'événement sur le site? Vous voyez mon large sourire. On est en train de regarder ça. C'est une piste. C'est pas tant compliqué, on s'entend, là. Non. Les faire décoller du site ou de la ville le matin et le soir, Puis c'est si une- les pilotes sont disponibles pour le faire, j'entends, là. Ben oui, puis c'est une façon de redonner à la population aussi qui aille voir, qui, tu sais, le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de parcs pour décoller. Il y a toutes sortes de raisons avec Transport Canada et tout ça. Mais Oui. il reste quand même quelques parcs dans la ville de Saint-Jean où on pourra faire des décollages, puis on pourra attirer notre population. OK. Puis c'est une façon de redonner pour les jeunes familles qui n'ont pas les sous pour rentrer au site. OK. Mais votre souhait, c'est qu'il y ait quand même une présence de ballons le lundi, mardi, mercredi, où il n'y aura pas d'activité sur le site Il y aura présence ballon. de ballons. Bon, je reviens encore à ça. Bon, on va opérer 7 jours au lieu de 9. Vous dites quand même qu'il y a quand même des économies appréciables. Est-ce que vous pensez que ça sera suffisant pour qu'ultimement le festival ait, disons, une forme de pérennité? Ou si ultimement la Ville devra peut-être juste augmenter sa subvention annuelle parce que la Ville, c'est sa marque de commerce. Puis, je le dis souvent, il y a des villes au Québec qui dépensent beaucoup d'argent en campagne publicitaire, ne font pas un déficit, ils investissent de l'argent. Est-ce que la Ville, ultimement, ne devrait-elle pas même augmenter peut-être sa subvention annuelle? Absolument. Et on ne parlerait pas de déficit aujourd'hui. Absolument. Là, on va renégocier notre contrat à l'automne. Ça va faire partie des cartes sur la table. J'en rejoins les conseillers municipaux qui nous écoutent. De toute façon, on en parle Ouais. quand même. Il va falloir que les dirigeants de la ville se penchent sur cette situation-là. Mais moi, comme administrateur, Éric, là, c'est sûr et certain que je ne veux pas en demander plus. Si je suis capable d'aller chercher plus de subventions et plus de commandites, on va tout faire pour le faire que d'ultimement se retourner vers la ville. Mais on n'en invente pas des subventions, puis on n'en invente pas Ouais. des commandites. Est-ce que vous pensez que la gouvernance du festival, un jour, sera, disons, à revoir? Là, on a une corporation publique-privée, il y a des élus, évidemment, puis c'est normal, il y a de l'argent de la ville là-dedans. Évidemment, parfois, le festival est un peu politisé par la force des choses, parce que c'est un élu qui est président, qu'il y a un autre qui est vice-président. Est-ce que vous pensez que la gouvernance, un jour, sera à revoir peut-être pour dépolitiser le festival? Moi, pour ma part, j'ai toujours dit la même chose. Je sais que c'est un courant de pensée qui circule, mais pour ma part, là, je me dis que le Joannais qui paye son compte de taxes, là, puis cette année, c'est 780 000, puis peut-être qu'un jour, ça sera 800 000 ou 900 000 qu'on va mettre dans le déficit. Est-ce qu'un élu peut justifier la présence de tous ces deniers-là, puis tout ça? Fait que moi, je pense que les élus, ça va tout... Tu sais, c'est des deniers publics qu'on investit, donc ça va toujours prendre, à mon avis, des élus sur le Autour de la comité. table. Autour de la table, ça, j'en suis convaincu, parce que c'est des deniers publics. Donc, 40e anniversaire du Festival de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, cette année, sur 2 longues fins de semaine. Donc, ça, c'est nouveau. Donc, un vendredi. Donc, vendredi le 11, samedi le 12, dimanche le 13. Petite pause. On revient le jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 août 2023. Donc, une nouvelle formule. Et on a bien hâte de voir la programmation qui sera dévoilée sous peu. Dans quelques semaines, Et votre nouveau DG, directeur ou directrice générale, sera annoncé. très sous peu. Est-ce que la personne est trouvée? Oui. C'est juste l'angle qui n'a pas séché encore sur le bas du contrat. Est-ce que la personne a annoncé à son ancien employeur qu'elle ne sera plus là? Ah, ça, je ne sais pas. Mais on a trouvé. OK, donc c'est une question de semaine. Exact. Jean Fontaine, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, pour cette première du printemps, On jase de course à pied avec notre marathonnier préféré, Philippe Lanier, qui est mais avec le nous. gars est en forme. Eh. C'est une machine. Ouais. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend.
Parlons d'une invitation pour une réflexion sur le plan d'adaptation au changement climatique. C'est une invitation de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça se fait entre autres via un sondage sur un site qu'on va vous montrer à l'écran tantôt, jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 mars. Question d'avoir plus de détails sur ce sujet-là. C'est Marie Chochois, qui est la chef division Environnement et développement durable à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Quelle est cette idée, dans le fond, cette commande que vous a passée le Conseil de Ville, donc les élus, les conseillers, la mairesse? Qu'est-ce que le Conseil s'attend de ce qu'on est en train de faire en ce moment? Eh bien, il faut savoir qu'il y a un mouvement qui est assez généralisé au Québec aujourd'hui, puis dans le monde d'ailleurs, c'est de se soucier de la lutte au changement climatique. Dans la lutte au changement climatique, il y a deux grands volets. Il y a bien sûr celle qu'on connaît peut-être un peu plus, qui est la réduction des gaz à effet de serre. Ouais. Puis, on est déjà en train de s'en occuper également. Puis, aujourd'hui, on parle d'adaptation. C'est bien essentiel de parler d'adaptation, surtout en tant que ville, parce que les changements climatiques, on le voit, sont déjà là. On aura beau lutter et réduire nos émissions de gaz à effet de serre, les changements climatiques sont là. On le voit à Saint-Jean, ça se traduit notamment par des vagues de canicule, des très fortes précipitations sur un temps très court qui mettent beaucoup de pression sur nos infrastructures. Donc, en tant que ville, on a tout intérêt, que ce soit pour notre gestion municipale ou pour les questions de santé et de sécurité publique de nos citoyens, on a tout intérêt à décider de comment est-ce qu'on va s'adapter en tant que société. Donc, adapter nos infrastructures, adapter nos pratiques, adapter nos milieux de vie pour qu'ils soient plus résilients. Ouais. J'aime beaucoup le mot « adapter » parce que, dans le fond, les changements climatiques, c'est un constat qu'on fait. Puis, malheureusement, bien évidemment, ce qu'on a perdu, on ne le regagnera pas. Exactement. On peut améliorer les choses peut-être pour l'avenir, pour évidemment mettre un peu le couvercle sur la marmite, mais je prends quelques exemples, vous en avez nommé, même un qui est assez récent, 2011, les fameuses inondations. Bon, on dit une fois par 100 ans, mais en même temps, on voit l'impact que ça a eu. Donc, aujourd'hui, des terrains qu'on ne peut plus construire, des maisons même qu'on a déplacées, qu'on a reculées, qu'on a remontées parce qu'on se dit on ne veut pas se faire prendre une deuxième fois. Donc, on voit ça, c'est un exemple. On parlait entre autres du réseau d'aqueduc. Il y a encore des quartiers, Saint-Edmond-Saint-Lucien. Bon, visiblement, quand il y a une forte pluie, malheureusement, le réseau n'est pas capable d'absorber. Aussi, un autre exemple moi, qui me vient en tête, c'est les patinoires de quartier. Quand j'étais jeune, une patinoire, elle durait très, très, très longtemps. Il y avait la patinoire sur la bande du canal. Il y avait l'autre qui était à Saint-Luc. Aujourd'hui, les patinoires, malheureusement, on a laissé tomber. Puis là, cet hiver, on a eu un mois de janvier extrêmement chaud. Je regarde la Venise en Québec, où il y a normalement de la pêche blanche, pêche à la glace. C'était la saison la plus courte de l'histoire. Donc ça, c'est un constat qu'on fait. Puis malheureusement, il n'y a pas beaucoup de retour en arrière. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant pour s'adapter? Tout à fait. Et c'est ça la réflexion qu'on amorce, là. Exactement, c'est tout à fait ça. Puis, il y a des enjeux qui sont très forts, qui ont un impact, comme je disais, sur la santé ou même sur nos finances publiques. Mais il y a aussi des enjeux, comme vous le citiez très bien, simplement d'adaptation de nos modes de vie. Comment est-ce qu'on va faire évoluer nos différents loisirs? Nos hivers sont plus courts. Il y a des gels beaucoup plus fréquents. Bon, bien, comment est-ce qu'on s'adapte pour toujours avoir une belle qualité de vie dans ce nouveau contexte qui est le nôtre? Et surtout qui va continuer d'évoluer avec beaucoup d'incertitudes, de manière très rapide aussi. C'est ça qui est le défi pour une ville ou pour un territoire. Bon, je le dis en introduction, les gens ont jusqu'au 31 mars pour remplir le sondage. Sondage que vous allez trouver sur imagine.sjsr.ca/climat. Bon, le citoyen qui nous regarde en ce moment, qui se rend sur cette adresse-là, qu'est-ce qu'il va retrouver au juste? Alors, en ce moment, on est au début de la démarche, donc on est dans la phase de portrait. On veut faire un portrait climatique de notre territoire. Donc nous, évidemment, on travaille sur des données scientifiques, on fait tout un travail de collecte, mais ce qu'on veut surtout pas oublier, c'est la mémoire collective. Ça, c'est très important. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans les livres ou dans les sites web. Donc on veut aller chercher l'expérience des citoyens. Qu'est-ce qu'ils ont déjà vécu depuis qu'ils vivent à Saint-Jean, qui ont eu un impact sur eux? Donc quels événements climatiques, vous avez cité les inondations, le verglas, les différentes vagues de chaleur, etc. Qu'est-ce qui les a marqués dans leur vie à Saint-Jean et qui ont eu un impact dans leurs habitudes de vie? Donc quand ils vont aller sur la plateforme, ils vont trouver un sondage où ils pourront répondre à des questions à choix multiples, mais aussi une carte interactive. Donc pour ceux qui le souhaitent, ils pourront trouver différents lieux à Saint-Jean, même leur maison, et déposer une petite épingle où ils pourront noter l'événement qu'ils ont vécu et qu'est-ce qu'ils en retirent aujourd'hui. C'est intéressant. Bon,
là, j'ai un flash en moi, puis c'est peut-être pas en lien nécessairement avec le sujet, mais il y a plusieurs années, par exemple, mon voisin à l'arrière a coupé 2 gros arbres. Ça a eu un impact sur ma cour. Et en même temps, bon, les arbres étaient visiblement malades, mais bon, je regarde aujourd'hui, il y a une réglementation municipale Tout à fait. qui empêche l'abattage des arbres d'une certaine dimension, pas juste à l'avant, mais à l'arrière aussi. Tout à fait. Donc, je repense à ça. Donc, je me dis, si ce règlement-là avait existé il y a 15 ans, est-ce que mon voisin aurait eu le droit de les couper? Peut-être que oui, peut-être pas. Je ne le sais pas, on ne le saura jamais. Mais c'était un exemple que je donne parce que je trouve l'idée d'avoir la fameuse carte intéressante. Puis là, moi, c'est anecdotique, mais bon, quelqu'un d'autre pourrait relater un autre type d'événement sur la grandeur du territoire. Il y a le volet aussi, on a quand même beaucoup d'agriculteurs sur le territoire aussi. Tout à fait. Eux aussi, ils doivent les constater, ces changements climatiques. Mais je vous dirais que ça a certainement même été les premiers à le constater parce qu'ils sont en lien direct avec le climat. Le climat a un impact direct sur leur travail. Et ça fait longtemps que les agriculteurs parlent des changements climatiques et des impacts que ça peut avoir sur eux. Donc, effectivement. Pour un autre exemple, quand on a de fortes pluies, bien, malheureusement, le réseau ne peut pas toujours le contenir. Donc là, à l'épuration des eaux, on doit faire des surverses. Donc, malheureusement, c'est permis par la loi. On déverse directement dans le Richelieu. C'est pas ça qu'on veut faire, mais quand il y a trop d'eau, c'est soit l'envoyer dans la rivière ou ça remonte dans les sous-sols des gens. Donc, le choix n'est pas dur à faire. Évidemment, ce n'est pas celui qu'on souhaite, mais c'est un autre exemple où quand le réseau n'est pas capable. Donc, à partir de ces données-là, quelles seront les phases suivantes? Une fois que vous allez colliger toutes les réponses reçues dans le sondage, qu'est-ce qui va suivre ensuite? Alors, durant l'été, on va faire tout un travail d'analyse avec... donc, on est accompagné par une firme de consultants, CCG. On va faire tout un travail d'analyse de toutes ces données scientifiques et collectées avec les citoyens. Et par la suite, on va commencer à venir travailler nos grandes orientations et notre plan d'action. Et à l'automne, on va refaire une invitation aux citoyens à venir travailler sur des pistes d'action avec nous. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place en tant que ville, en tant qu'organisation, en tant que citoyen, pour être plus adapté au changement climatique. Et puis, on livrera le projet final certainement au début de l'année 2024. Pour adoption au Conseil, je présume? Exactement, tout à fait. Et puis, les élus sont déjà impliqués dans le travail. On a plusieurs élus, 3 élus, je pense, sur notre comité de travail, parce qu'on a un comité technique qui rassemble différents services de la ville. C'est un sujet très transversal. Puis des élus qui sont aussi notamment sur le comité sécurité civile. Ça fait beaucoup de sens qu'ils soient là avec nous. Ouais. Ils nous amènent leur expertise. Mais ça fait quelques fois quand même que la ville consulte ses citoyens dans le plan de conservation, oui, ou récemment... Évidemment, l'avenir des golfs, notamment à Saint-Luc, où les gens ont répondu à certaines questions sur ce qu'ils voulaient ou sur ce qu'ils ne voulaient pas exactement. Donc là, dans ce cas-ci, c'est un peu la même chose. On veut tâter le pouls, aller chercher des informations pour se faire une idée. À ce jour, est-ce que plusieurs répondants ont participé au sondage? Au sondage, je n'aurai pas les chiffres aujourd'hui. Ouais. Par contre, à la consultation, on avait 36 personnes. Puis, ça a été une consultation très intéressante, beaucoup de discussions. On sent que nos citoyens sont de plus en plus conscients de ce qui se passe et ont envie que leur ville passe à l'action et ont envie qu'il se passe quelque chose pour l'environnement et les changements climatiques. C'est important parce que ça vient de beaucoup orienter. Souvent, oui, dans ce genre d'exercice-là, il y a des trucs, probablement, on a des attentes, on se dit, bon, ben, probablement convaincu que les gens vont répondre telle chose, oui, mais il y a peut-être des surprises là-dedans aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et là, notamment, il y a des choses que les citoyens nous ont dit qu'on a trouvé écrites nulle part. Donc, c'était intéressant pour nous. C'est une vraie valeur ajoutée pour le portrait climatique qu'on va livrer à nos élus. Bon, les citoyens peuvent aussi visionner une vidéo qui a été préparée. Qu'est-ce que c'est? Lors de cette consultation, il y a eu une petite présentation du projet avec les différentes étapes, un peu de vulgarisation aussi sur les changements climatiques. Donc, vous allez retrouver tout ça sur la page web Imagine, avec aussi différentes ressources. Si vous êtes un ou une citoyen plus intéressé par ces sujets-là, il y a beaucoup de ressources qu'on met à votre disposition pour mieux comprendre. Donc, vous avez fait référence donc à ce volet Imagine qu'on retrouve sur le site Internet de la Ville? Oui, tout à fait. Imagine, c'est vraiment notre plateforme de consultation citoyenne. C'est là que vous allez retrouver toutes les consultations citoyennes de la Ville, que ce soit plan de conservation, plan d'adaptation au changement climatique et tous les autres sujets. On cultive de plus en plus ce réflexe d'aller consulter les citoyens sur les différents sujets.
Parce qu'on parle, dans le fond, ce qu'on sonde, on parle d'eau, de biodiversité, d'infrastructures, de santé de population et tout ça. Puis je fais un autre aparté. L'an dernier, malheureusement, j'ai trouvé un opossum qui était mort devant chez moi. Puis, en lisant sur le sujet, je me suis aperçu que ces petites bêtes-là qu'on n'avait pas avant chez nous, bien maintenant, avec le réchauffement de la planète, ils ont commencé à traverser la frontière et dans le sud du Québec, on en retrouve, dont à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un autre exemple, pas une grosse affaire, mais bon, c'est parce que je vois aussi dans la biodiversité, c'est un peu ça. Est-ce qu'on a maintenant des oiseaux qu'on n'avait pas? Est-ce qu'on a des animaux qu'on n'avait pas autrefois? Est-ce que ça vient changer quelque chose? En quoi on doit s'adapter au fait que dorénavant, on a peut-être, exemple, des opossums qui vont se promener à Saint-Jean-sur-Richelieu? C'est pas grand-chose, mais c'est quand même ce sont de petits impacts qu'amènent les changements climatiques. Mais tout à fait, que ce soit la faune ou la flore, il y a certainement une migration, effectivement, qui s'effectue. Donc, ce n'est pas forcément un problème. Ça peut l'être dans certains cas, mais c'est aussi simplement apprendre à vivre avec un nouvel environnement et puis informer les citoyens, justement, quelles sont les nouvelles espèces qu'on va retrouver sur notre territoire. Pour qu'on soit juste pas surpris. Je regardais ce matin nos amis de Boucherville qui font face à une problématique. On sait qu'il y a les cerfs à Longueuil, mais il y a aussi des cerfs sur les îles de Boucherville qui ont réussi à traverser l'eau et qui, là, sont rendus dans des résidences. Donc là, ils cherchent de la nourriture. Tout à fait. Bon, est-ce que c'est en lien ou non avec les changements climatiques, je ne le sais pas. Mais bref, on voit que dans nos environnements aujourd'hui, c'est pas statique. Hein? Mais ça bouge, tout à fait. Puis je vous dirais que les humains aussi bougent. Tout à fait. Donc, allez faire un tour sur imagine.sjsr.ca/climat pour répondre à ce fameux sondage, donc pour le plan d'adaptation au changement climatique de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci. On vous rappelle qu'il y a maintenant une nouvelle tarification en vigueur à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça faisait quelques années que les tarifs n'avaient pas été augmentés. Toutes les demandes liées à l'urbanisme, nouvelles réglementations, bref, allez faire un tour si vous avez des demandes en lien avec l'urbanisme à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le prochain rendez-vous pour nous, c'est demain. Bye bye.